Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je me présente, Muriel Passaro, Acter MC. Je fais partie du club d'entreprise qui soutient Solidaction. Mon cœur de métier, portage salarial, conseil et formation. Et à titre indicatif, même dans le privé, dans le monde entrepreneurial, nous avons créé un groupe de recherche, travail et prospective. Et à ce titre, dans le monde de l'entreprise, on réinvente l'entreprise, on veut dire responsable, qui entraîne solidarité. Voilà pourquoi le sujet m'a touchée et que je décide d'aider Solidaction sur cette piste-là. Donc, vous avez ici, à côté de moi, des intervenants. Nous allons leur donner, on va dire, un peu plus court que la première fois, 5 minutes de temps de parole pour parler de ce qu'ils font, du sens que ça a pour eux. Et le but est vraiment d'échanger dans cet atelier pour que ce soit le plus riche possible d'idées et d'innovations autour de ce débat. Oui, bonjour. Donc Philippe Monet, directeur d'Alvéole, un atelier chantier d'insertion sur la Haute-Savoie, qui intervient autour des espaces verts, de l'habitat durable, et qui, grosso modo, propose une centaine de postes par an. Nous sommes également porteurs d'un projet de plateforme d'éco-construction sur les métiers de l'habitat durable et de la croissance verte, voilà, qui nous permet d'alimenter les travaux, les chantiers, je vais en parler. Et puis bien sûr, nous participons à l'expérimentation EPIDA, notamment sur la mise en place d'un club d'entreprise solidaire, des ACI hors mur et sur une approche marché sur le territoire. Voilà. Alors, comment, de notre point de vue, on imagine l'entreprise demain, l'entreprise solidaire de demain? C'est véritablement en assumant le fait de pouvoir mettre autour de la table des entreprises, ça a été dit tout au long de la matinée, des élus, des collectivités locales, et de participer pleinement à l'émergence de filières sur le territoire. Voilà, et c'est comme ça d'ailleurs qu'est né le projet de plateforme d'éco-construction. C'était vraiment de faire en sorte de pouvoir faire émerger une centaine d'emplois sur le territoire et de mettre les acteurs économiques, les élus, les entreprises autour de la table pour structurer cette filière avec comme point d'orgue de mettre la priorité sur et l'accent sur le recrutement de notre public. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de préparer, au vu des évolutions environnementales, au vu des évolutions de la filière, notamment sur le bois et de l'habitat durable, des actions de formation, prioritairement tournées sur des personnes issus du chantier d'insertion, mais également en mixant avec les salariés des entreprises et en répondant aux besoins du territoire. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est de faire en sorte de pouvoir faire émerger des entreprises solidaires sur le territoire. Alors que nous étudions actuellement l'implantation de 5 entreprises. Reste à définir la forme pour pouvoir structurer ces axes de développement autour de la filière. Voilà. Alors, je suis Marie-Hélène Guiton, directrice. Je suis directrice des Amis du Jardin. Donc, les Amis du Jardin, c'est une association qui porte 2 jardins. Un jardin communautaire, jardin convivial, et un jardin de cocagne, avec 16 postes en insertion, 340 paniers pour les adhérents, pour les personnes pour qui ça représente quelque chose. Donc, nous avions une frustration de voir certains de nos salariés, en fait, partir au bout des 2 ans, alors qu'on aurait eu grande envie de les garder et de continuer le chemin avec elles. On avait aussi parmi nos salariés des personnes qui avaient envie de s'installer comme maraîchers, parce que quand on travaille dans le maraîchage, certaines personnes, ça éveille des envies, et certaines personnes ont envie d'aller plus loin et de s'installer comme maraîchers, avec des critères qui ne sont pas forcément les critères standards de la Chambre d'agriculture, mais des choix de vie aussi, peut-être avec des revenus un peu plus simples. Et puis, on avait des stagiaires qui nous étaient envoyés souvent par le CFPPA avec une envie de prolonger une expérience technique, alors qu'en fait, quand ils étaient, par exemple, dans le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, c'était surtout un sujet de gestion, comment manager sa petite exploitation, mais moins sur des termes techniques. Et puis, une demande, ça a coïncidé avec une demande que nous avions un petit peu sans arrêt de la restauration collective, de nous dire est-ce que vous pouvez nous fournir des légumes? Donc on a bien vu qu'il y avait un besoin de fourniture assez important.
si on secoue tout ça, en fait, on s'est dit qu'il y avait une opportunité pour créer quelque chose qui bouscule en fait un peu les barrières classiques, les petites cases dans lesquelles on nous range, nous, chantiers d'insertion. Donc nous sommes en étude d'action sur un projet, le Jardin des Saveurs, qui a pour objectif de mélanger différents types de salariés. Premier type, des personnes, alors les proportions sont variables suivant les candidatures, on est bien d'accord. Là non plus, il n'y a pas de case. Premier type de personnes, ce sont des maraîchers qui sortent de formation et qui ont besoin d'un espace test de 2 ans, c'est-à-dire de produire 2 cycles de production en légumes pour pouvoir se sentir plus en sécurité dans une installation, avec ensuite bien sûr une préparation de l'installation dans la structure. Ensuite, eh bien, nos anciens ou d'autres qui viennent, ils peuvent aussi venir d'ailleurs, mais bref, des personnes entre guillemets à la marge qui ont envie de créer quelque chose, et on a eu l'expérience de personnes qui sont sorties avec un parrainage et qui ont monté une AMAP, et c'était des personnes qui sortaient de notre chantier. Donc nous, on ne pourra pas continuer à faire ce suivi dans le bénévolat, il faut que ça soit quelque chose d'un peu plus professionnel. Donc deuxième typologie, ce sont bien des personnes qui ont envie de s'installer avec des critères économiques un petit peu différents. Et puis ensuite, des personnes qui auraient besoin de poursuivre, comme le programme EPIDA, de poursuivre un circuit, de prolonger entre guillemets l'activité insertion pour pouvoir consolider des choses, en particulier pour des personnes qui entament des cures de désintoxication dans le cadre du chantier. Soyons clairs, une fois qu'on a fini sa cure, il faut consolider. Donc c'est un petit peu dommage de les voir partir quand les choses ne sont pas encore bien solides. Et la quatrième catégorie, c'est donc des personnes pour qui on ne sait pas trop s'il va y avoir une possibilité d'emploi par la suite, et pourquoi pas les embaucher définitivement. Voilà un petit peu le projet sur lequel nous sommes en train de travailler en Bretagne, je précise. Oui, bonjour, Philippe Vachette. J'ai fait Voleurs des droits à la retraite il y a à peu près 15 mois, mais enfin je suis toujours bénévole sur un certain nombre de projets. Je suis économiste de formation et j'ai eu l'occasion de développer divers projets, dont d'abord un bureau d'études en matière environnementale. Donc il y a quelques amis qui sont là, ici, issus de ce bureau d'études, et qui avait comme particularité, c'est que le capital, c'est un pacte d'associés qui fait que le capital ne peut pas sortir du salariat. Et c'est, je dirais, le premier point que je voudrais dire aujourd'hui pour bâtir des projets, de vrais projets solidaires, c'est d'être capable d'avancer et d'inventer une nouvelle ingénierie du capital et du contrôle du capital. Parce que du capital, on peut en trouver, on pourra le développer par la suite. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre en place des outils de contrôle dans le temps de ce capital pour pas qu'il dérive, surtout quand on voit comment actuellement les banksters qui dirigent nos banques, sont capables de le faire dériver. Donc il est important de mettre des valeurs au pilotage de ce capital. Deuxièmement, je serais tenté de dire que dans la mutation de société dans laquelle on est, puisqu'on n'est pas en crise, on est bien en mutation, eh bien, les chefs d'entreprise qui sont un peu lucides, et il y avait ça dans les échos d'il y a 2 jours, ils disent, d'ordinaire, on avait une boîte à outils, on se repérait quand on était face à un problème. Aujourd'hui, on ouvre la boîte à outils pour gérer une entreprise, et la boîte à outils, elle est vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'outils classiques pour gérer la situation nouvelle dans laquelle qui se présente, c'est-à-dire une situation où l'énergie va devenir rare et chère, et les matières premières vont devenir rares et chères. Donc, moi, ce que je vois comme piste de travail, c'est sans doute, donc il s'agit toujours de créer de la valeur ajoutée, mais pour créer de la valeur ajoutée, il va falloir que ceux qui entretiennent la nature, ceux qui la cultivent intelligemment, puissent être mieux rémunérés que ceux qui la cultivent pas bien. Ou les jardiniers de la nature, ou ceux qui vont avoir un mode de culture biologique, ainsi de suite, puissent avoir des transferts de fonds qui font que leurs produits auront une valeur ajoutée plus importante. Peut-être aussi une piste de travail, c'est qu'on a un droit du travail en France qui protège relativement pas mal les travailleurs quand il est appliqué, mais qui est, quand on a la chance d'être dans une coopérative ou dans un projet où il y a une vraie gouvernance assez respectueuse, pourquoi, qu'en de temps en temps, il faut travailler 12 heures par jour, parce que quand on travaille la terre, par exemple, il y a des moments, c'est une grande bourre, où il faut se lever à 5 heures du matin, ainsi de suite, que ces choses puissent être
beaucoup plus souple dans la mesure où il ne s'agit pas en permanence de défendre un salarié contre un bon salarié contre un mauvais patron. Et ça paraît particulièrement important de faire sauter peut-être des verrous sous réserve explicite qu'on soit dans un dispositif où ce sont les valeurs qui pilotent le capital et non pas l'inverse. Et donc, moi, je pense qu'à la lumière des quelques expériences que j'ai pu avoir, à la fois le développement d'un bureau d'études, où il y a maintenant actuellement plus de 200 personnes, je travaillais à la ville de Chambéry, mais aussi travailler sur des programmes, disons, un peu innovants, comme l'agence écomobilité à Chambéry, où il y a actuellement 16 salariés, sur des nouveaux besoins pour un meilleur respect de la biosphère. Eh bien, dans ces montages-là, moi, je me suis rendu compte que, quand ils étaient capitalistiques, pas quand ils étaient associatifs, que ce qu'il fallait faire, c'était effectivement mettre les valeurs au pilotage du capital. Et une des façons que j'ai développées avec la NEF, ça a été de faire un fonds, un peu comme l'équivalent de Terre de Liens, qui s'appelle Solira Énergie Partagée. C'est un peu une commandite par action, où quoi qu'il arrive, ce ne sont pas les actionnaires qui vont piloter les choses, qui peuvent, eux, être, je dirais surtout quand ils sont plusieurs milliers, être séduits par telle ou telle sirène et demander tel ou tel type d'exigence économique, mais ce sont les valeurs, puisque, quoi qu'il arrive, c'est le commandité qui commande, et il est simplement soumis à un conseil de surveillance qui ne peut le remettre en cause que si la justice, je dirais, est saisie pour des malversations, mais sans ça, c'est lui qui avance avec ses valeurs. Et donc ça, je pense que c'est un chantier dont on pourrait reparler et qui a certainement de l'avenir. Alors, je voulais reprendre le thème justement de cet atelier. Imaginons, pour conclure, où je vous rejoins tous, je pense que ce n'est pas une crise qu'on vit. On est en train de changer de monde, on est vraiment en train de changer de paradigme. Et très souvent, on a, on va dire, le réflexe de sophistiquer le connu. On fait plus de la même chose. Je pense que ce n'est pas en sophistiquant la solidarité, en sophistiquant la production qu'on inventera d'autres choses. J'avais envie de conclure cette présentation d'atelier, c'était de dire, comme le dit Michel Serres, on est tous condamnés à être plus intelligents, parce qu'on ne va pas avoir le choix. Donc tout ça nous porte dans cette intelligence commune, et que démarrent ces échanges dans cet atelier de cet après-midi les plus riches possibles. Donc n'hésitez pas, même si c'est des idées un peu farfelues, l'imagination passe aussi par là. Donc beaucoup d'entreprises sont dans le statut associatif. Est-ce qu'il est bien adapté ? On parle beaucoup des SCOP, on parle beaucoup d'autres statuts juridiques. Est-ce que c'est important, pas important ? Peut-être que oui. Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a sûrement quelque chose à construire. Puis ma deuxième question, c'est aujourd'hui, encore une fois, on est beaucoup dans le statut associatif. Quel est l'équilibre le plus juste possible entre le monde bénévole et le monde salarié ? Trop de bénévoles, pas assez. Enfin voilà, c'est souvent des questions où on a du mal à travailler sur un peu la coexistence au sein d'une même organisation entre des bénévoles et des salariés. Alors, je veux juste, avant de passer la parole, répondre sur la question juridique, parce que moi, ça m'importe, ça a été notre cas. Je viens dire, peu importe la forme, la solidarité, elle ne se décline pas sauf sous forme d'association, sous forme d'entreprise. Nous, on a créé une SARL. Donc, c'est une entreprise monétaire, économique. La solidarité ou la responsabilité, c'est un état des êtres qui font les choses. Donc après, à nous de le développer à l'intérieur. Mais pour moi, la solidarité en tant que chef d'entreprise, ça ne passe pas forcément sous la forme d'un statut social. On a développé des conférences qui sont l'entreprise autrement, pourquoi, pour qui, comment. Le comment pour nous, après je vais passer justement le micro, il n'a pas forcément d'importance. Pourquoi ? C'est la question du sens. Déjà, pourquoi on le crée, ça c'est hyper important. Pour qui l'a fait ? Après, le comment, les formes, elles sont multiples. Pour moi, elles sont multiples juridiquement. C'est l'expérience qu'on a. Moi, je m'occupe de 150 cadres où on s'est choisi, qui sont dans des métiers très techniques. Croyez-moi, on la développe au quotidien. Mais ça, c'est un travail de lien, un travail de sens et vraiment un travail de relation. Oui, alors moi, je ne suis pas juriste, mais je trouve que j'ai travaillé sur un certain nombre de statuts d'entreprise. Aujourd'hui, dans la palette que l'on a, peut-être qu'il faut encore inventer des nouvelles choses, mais on a des legs du passé, comme donc les SA et les SCOP. Les SCOP, elles sont très intéressantes, sauf qu'elles ont pas mal de corsets, et qui ont, notamment par la loi de 47 et puis les lois des années 60, c'est un vieil outil, hein, et qui est intéressant quand on a pas mal de capital à engager, mais c'est pas mal corseté, je dirais, par la réglementation, notamment dans la gestion des réserves. La commandite par action, c'est un peu lourd, c'est très peu connu en France, donc
les juristes qui font ce type de statut, comme c'est rare, ils le font cher. Mais là aussi, peut-être on pourra vous aider sur des transferts éventuellement des transferts de savoir-faire, mais c'est plutôt pour des sociétés qui ont à gérer un capital assez conséquent, donc avec plusieurs centaines d'actionnaires. Ce qui semble important, c'est la qualité du pacte qui se fait entre les associés. C'est la qualité de ce pacte qui soit écrit et que ce soit un pacte qui ne soit pas mort comme un papier, mais qui soit éventuellement relu tous les 2 ou 3 ans pour être remis à jour, pour voir si ça correspond aux attentes des gens qui font vivre l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un travail d'animation conséquent. Il faut reprendre, je pense, assez souvent les objets fondateurs pour voir ou les règles fondatrices, pour voir si elles nous rendent toujours service, et si c'est bien toujours là-dessus qu'on travaille. Et l'occasion en plus de retravailler sur les valeurs fondatrices ou qui basent la gestion de l'entreprise, c'est une occasion, je dirais, d'évaluation, c'est une occasion de retour en arrière, d'analyse des pratiques, qui de toute façon est quelque chose de fondamental et dont on manque, à mon avis, beaucoup trop. Je voulais vous dire que si la question juridique était une question primordiale, je ne pense pas que ça ne doit pas être la question porte d'entrée. Pour exemple, je prendrai la difficulté aujourd'hui je fais partie d'un truc qui s'appelle aussi le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui ne cesse d'essayer de se justifier depuis quelques années maintenant auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qui amène une entreprise vertueuse, c'est son statut. Oui, mais vous souriez, mais il y a des millions de gens qui ne sourient pas. Il y a 2 millions de personnes qui travaillent là-dedans et c'est une vraie bagarre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je ne suis pas persuadé qu'il faille prendre cette porte d'entrée, parce que dès lors qu'on dit, comme madame, j'ai une SARL et je suis vertueuse et je vous emmerde. Non, elle n'a pas dit je vous emmerde. Non, mais je veux dire, à un moment donné, je prolonge aux gens, machin. Je suis une... Elle a raison. On peut tout à fait trouver des associations de malfaiteurs, comme aussi bien on peut trouver des SARL extrêmement vertueuses. Donc, mais si on le prend dans ce sens-là, on ne peut pas imaginer l'entreprise de demain, enfin à mon sens. C'est-à-dire qu'il vaut mieux partir du projet et voir à un moment donné par quel... moi, le juridique, dans mon idée, est au service d'une idée. C'est-à-dire à partir du moment où on a eu l'idée, je ne sais pas quoi, jardin de cocagne, est-ce qu'il fallait en faire une SCOP, est-ce qu'il fallait en faire une SIC, est-ce qu'il fallait en faire une SARL, est-ce qu'il fallait en faire une association? Donc ce débat-là, on l'a mené après, mais parce que d'abord, on savait ce qu'on voulait faire. Et donc, en l'occurrence, dans le Imagine, je pense qu'il y a un point sur lequel on peut tomber d'accord, j'imagine, c'est que toute entreprise solidaire d'avenir, elle doit réunir 3 composantes. Être viable économiquement, être écologiquement acceptable et socialement responsable. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai raconté ce matin, j'ai expliqué pourquoi, il me semble que c'est les 3 critères de porte d'entrée, etc. Donc à partir de là, après, il y a des gens qui amènent la preuve, et ce qu'amène aussi quand même l'économie sociale et solidaire, même si je viens la télescoper aussi un petit peu, même si je n'ai bossé que là-dedans, c'est que le statut, il amène aussi quand même 2-3 choses importantes. En particulier, quand on est dans une association ou une SCOP, il y a le mode de gouvernance, ce qu'on appelle un homme, une voix. Ce n'est pas à jeter aux orties aussi facilement. C'est important. Même si ça peut être bloquant parfois. Il y a aussi un truc qui a été très compliqué même dans l'économie sociale et solidaire, parce que je fais partie d'un truc qui a été mis en place là, qui s'appelle le Conseil supérieur en économie sociale. Enfin, c'est un ministère, on réfléchit à tout ça. Et moi, il me semblait qu'il fallait, l'économie sociale dit, bon, nous, on est les meilleurs. Il faut le prouver. Alors, un homme, une voix, le statut, on voit bien que ça ne
suffit plus, puisqu'il y a des tas de gens qui nous disent « mais moi j'ai une SA, j'ai une SARL, et je vous mets au défi, je fais tout ». Mais il y a quand même d'autres critères. Tu l'as abordé avec la gestion du capital. C'est que moi je pensais par exemple qu'il y a un truc très important à mettre en avant, c'est l'échelle des salaires. L'échelle des salaires. Quel est le rapport entre le plus bas salaire et le plus haut? Il me semble qu'à un moment donné, quand on veut être viable, responsable, etc., on doit pouvoir afficher son échelle de salaire. Or, il semble que dans l'économie sociale et solidaire, enfin, au Conseil supérieur, on a été minoritaire, les gens n'ont pas voulu qu'on affiche l'échelle des salaires. Et je trouve que c'est dans le climat actuel de gens qui se méfient énormément, qui se racontent des tas de trucs sur les grands du CAC 40 et qui me disent au Conseil supérieur, nous ce qu'on voudrait c'est la transparence uniquement, on dit combien on gagne, mais je leur dis mais en quoi la transparence est innovante? Vous prenez Internet tout de suite, si vous voulez savoir combien gagne le patron de Total ou le patron de machin, c'est facile, il l'affiche, ça pose aucun problème, tout le monde le sait. Ce qui n'est pas acceptable à mon avis dans une organisation, c'est le fait qu'à un moment donné, entre le plus bas salaire et le plus haut, il y a des rapports de 6 à 700. Et je pense qu'à un moment donné, on peut faire tout à fait travailler une organisation dans de très bonnes conditions, dans des rapports qui sont ramenés de 1 à 10. Et puis, à l'économie sociale et solidaire, vous savez pourquoi elle n'a pas été acceptée 1 à 20? Il y a 2 millions de personnes qui travaillent dans les associations, les SCOP et les SIC. Il y en a 10 qui sont payés largement très très cher. Je ne citerai pas, mais on devine vite qui ils sont. Ils ont des grandes banques ou des grandes mutuelles, etc. Et donc, à cause de 10 gros salaires, 2 millions de personnes ne peuvent pas dire on est dans une échelle de salaire de 1 à 5, alors que je pense que ça aura un effet extrêmement important. Enfin, je dévie un tout petit peu, mais c'était simplement pour dire que je pense que la porte d'entrée juridique, voilà. Et donc, Cocaigne, qui ne montre que des assos aujourd'hui, Philippe vient d'en parler, est en train de réfléchir aujourd'hui comment nationalement, enfin même pas réfléchir, c'est-à-dire qu'elle est en train de mettre en place une vraie société commerciale. C'est-à-dire que pour poursuivre nos objectifs sociaux, pour poursuivre nos objectifs de développement en agriculture biologique, on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir avoir des investisseurs. Comment on peut avoir des investisseurs? Très difficile dans un cadre associatif, beaucoup plus facile dans un cadre de société commandite par action. Et cette société commandite par action, elle a l'intérêt d'être une société commerciale dont on fait ce qu'on veut au point de vue gouvernance. Donc à un moment donné, on l'a mis au service de l'intérêt général de notre organisation. Mais donc on voit bien que là, il va falloir sortir du débat sempiternel entre les purs de l'économie sociale et les autres qui seraient des impurs pour aller tester, comme on le disait ce matin, dans une situation très compliquée, dans une situation d'urgence. Il ne faut pas avoir peur de tenter d'expérimenter, même si à un moment donné, on peut noter ça et là des déviations, ou il faudra le faire. Et de l'économie sociale et solidaire qui va passer par des sociétés commerciales et des sociétés commerciales qui, voire même, peuvent passer par des cadres associatifs ou SCOP, etc. On en verra dans l'avenir, mais pas comme porte d'entrée, au service d'un projet. Et je rajoutais juste un tout petit point. Une association peut très bien, on en connaît par exemple la communauté Emmaüs de Chambéry, est l'actionnaire principal et unique d'une entreprise d'insertion qui, elle, est une entreprise économique, est une SA, mais elle a 99% des parts et donc elle contrôle entièrement un outil économique qui est au régime de la valeur ajoutée. Je voulais juste rajouter, pour répondre plus finement à votre question, où je vous rejoins complètement, c'est la forme qui arrive après. L'activité, elle est déclinée et après la forme s'adapte. Nous, on a créé une SARL et une association. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on m'a dit à un moment donné de faire parler notre cœur et d'être franche. Parce qu'encore dans notre monde, quand on fait partie d'une association, on ne travaille qu'avec des associations. Moi, j'ai une association, j'ai 50 salariés, on ne fait même pas partie du bureau. On est là pour être gardien du sens et donner une orientation, essentiellement dans les métiers socio-éducatifs, risques psychosociaux, etc., etc. J'ai comme clients des gens qui sont là, j'ai vu des noms. Le monde associatif, la manière dont on parle et dont on communique,
Si je dis que je fais partie d'une SARL, j'ai vraiment l'impression que les ponts sont coupés, parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Mais bon sang de bonsoir, c'est pas vrai. On a affaire à des êtres humains. Et quand je suis dans l'entreprise, parce que je dirige une entreprise, si je suis en ligne avec un grand acheteur d'une société internationale, si je lui dis que j'ai une association et que je veille au bien commun non marchand, on me dit mais c'est quoi ce truc ? Je trouve ça très dommage. Et on l'a fait comment juridiquement pour être dans les deux mondes. Parce que moi, les deux m'intéressent. L'argent, il est nécessaire, il est indispensable, parce que sans argent, on ne fait rien. Mais à un moment donné, quelle fin ça a et à quel service ? Donc nous, dans la SARL, on a des gens responsables, qui sont responsables de leur fiche de paye, etc., ce qui fabrique de la solidarité. Et dans l'association, je fais autre chose. Mais on a été obligé de faire de la dichotomie juridique pour arriver à parler à tout le monde, tout compte fait. Donc la forme, elle se décline de fait. Juste rebondir peut-être sur la fin de la question de Jean-Paul par rapport à l'articulation salarié-bénévole. Je pense que c'est aussi une dimension de l'entreprise solidaire. Moi, j'ai la chance depuis maintenant quelques années de travailler au Secours catholique où j'ai eu plusieurs statuts. Mais je crois que c'est une vraie chance et une vraie force de pouvoir travailler dans une entreprise. Parce qu'on n'ose pas le dire, mais à un moment donné, quand on est dans une boutique qui a presque 1000 salariés, on ne peut pas échapper à un certain nombre de codes et de règles. Par contre, 1000 salariés, mais 60 000 bénévoles. Et par contre, l'expérience au quotidien de travailler avec des personnes qui ont choisi, bénévolat, de donner du temps, je trouve que dans la dimension d'entreprise solidaire, ça amène une dynamique d'intelligence collective absolument merveilleuse. Et en tous les cas, qui crée du sens et de la richesse. Et qu'effectivement, c'est peut-être aussi un des éléments qu'il ne faut pas perdre en disant comment on peut, dans une entreprise solidaire, intégrer et faire place à des personnes qui ont envie et envie de s'engager. C'est la notion d'engagement, aux côtés de salariés. Alors effectivement, dans le quotidien, c'est pas simple, mais je crois que c'est pas plus simple qu'entre salariés. Enfin, je trouve qu'à partir du moment où on est sur une reconnaissance des fonctions, des apports de chacun, et qu'on est tous dans cette dynamique de créer effectivement de l'intelligence et de l'innovation, et il me semble que, enfin, tu l'as soulevé, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut continuer aussi à maintenir, et que c'est vrai que dans certaines associations aujourd'hui, peut-être qu'il y a un recul du bénévolat, donc de fait qui provoque un recul de l'engagement, mais je pense que c'est aussi une dimension aujourd'hui à condition qu'on sache exactement quel est le rôle et la fonction de chacun et qu'on s'articule. Moi, ça me semble important. Je voulais juste peut-être revenir, alors quand on est dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on est en train de gommer l'insertion. C'est-à-dire qu'on est bien, et Philippe le disait, sur la notion d'économie locale, de filière, et qu'à ce moment-là, l'idée c'est de créer de l'emploi. Et peut-être qu'enfin, moi il me semble, puisqu'on a imaginé, sortir de cette logique du sas, en disant à un moment donné, on met des gens à l'écart et on va imaginer qu'en temps de temps, parce qu'on va mettre une barrière, les personnes iront rejoindre. Moi, je pense qu'effectivement, ça se fait d'emblée quand on crée une filière. Alors, chez vous, c'est la filière bois, mais il me semble que c'est ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire comment on maintient différentes catégories d'emplois et qui puissent intégrer le plus de monde. Enfin, je trouve qu'en tous les cas, allons vers de la mixité et arrêtons l'entre-soi qui, de toute façon, ne produit que des clivages. Juste un petit mot. Toi, tu viens d'une organisation extrêmement puissante, nationale et structurée autour d'un bénévolat fort. Simplement, dans l'insertion par l'activité économique, il n'y a pas moins de bénévoles, il y a moins de place pour les bénévoles. C'est-à-dire à partir du moment où on demande et on fixe des exigences de plus en plus importantes en termes de résultats économiques, en termes d'impact social, c'est-à-dire de résultats en termes d'insertion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour les bénévoles, ça veut dire qu'il faut que tout le monde comprenne bien le projet et à un moment donné, qu'est-ce que doivent faire des salariés et qu'est-ce que doivent faire des bénévoles. Et dans le cheminement classique, je suis volontiers caricatural, plus tu professionnalises, moins il y a de la place pour les bénévoles, parce qu'on ne sait pas encore en professionnalisant manager le bénévolat. Maintenant, après, il y a des débats qu'il faut aborder de front. Je les ai abordés avec le Secours catholique autour d'un Tour de France qu'on avait fait autour de l'accompagnement social, où plusieurs organisations étaient à la tribune. Certaines défendaient le fait que des bénévoles puissent faire de l'accompagnement social. Nous, par contre, pensions pas tout à fait la même chose.
Quand il s'agit de prendre en charge les difficultés qu'on a pu voir amorcées dans le film tout à l'heure, il nous semble à un moment donné que c'est un vrai métier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de place pour un bénévole dans cette dynamique d'accompagnement. Mais à un moment donné, c'est mon métier de base, ne pas être préparé, un minimum à l'entretien, la distanciation nécessaire pour recevoir autant de difficultés, etc. Et penser qu'on va passer d'un mec qui a un problème de cam à un malade du sida en passant par un machin, et puis qu'on va pouvoir régler tout ça sans être préparé, c'est dramatique pour la personne accompagnée, c'est dramatique pour le bénévole. Par contre, dire à un moment donné, on va mobiliser un bénévolat, parce que dans cette dynamique d'accompagnement, il nous faudrait des gens qui puissent faciliter l'accès à la culture, amener les gens au cinéma, qui puissent donner quelques cours d'informatique, qui puissent... Ça fait partie de la dynamique, et là, il y a une grande place pour le bénévolat, mais on ne sait pas encore assez bien le manager, et auquel cas, il faudrait... Mais c'est compliqué à manager pour eux, parce que qui va manager, comment on va le faire véritablement, puisque la notion même du bénévolat fait qu'à un moment donné, si cette organisation, je ne m'y retrouve plus ou je m'emmerde, je m'en vais. Donc c'est un peu complexe de trouver la bonne dimension, la juste liberté de pouvoir, parce qu'il faut y prendre quand même un petit peu de plaisir, il faut avoir un intérêt personnel à le faire. Et puis en même temps, c'est pas si simple avec des directeurs qui de plus en plus mettent la pression autour d'équipes pour avoir des résultats sociaux, des résultats financiers, etc., de laisser la place à des gens qui peuvent venir un petit peu comme bon leur semble. Voilà, il faut accepter, si je puis m'exprimer ainsi, une sorte de bénévolat, mais certainement un peu plus organisé au service du projet. Je voudrais ajouter à tout ce qui est dit, qui est intéressant, la notion d'éthique avec le social. Parce que souvent, dans le social ou dans l'économique, on oublie un peu l'éthique et un système de valeurs, parce que la crise économique et sociale aujourd'hui, ça vient aussi d'une crise éthique. Et les jeunes, moi j'ai discuté avec beaucoup de jeunes qui sont en situation de précarité, ils me disent on n'a pas de sens à notre vie. Et donner un sens, les aider à trouver un sens à leur vie, c'est aussi important, et parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des situations précaires, parce qu'ils sont dans des addictions, ils ne trouvent pas de sens à leur vie, alors ils tombent dans des addictions. Et je trouve que c'est important aussi de leur donner un système de valeurs, une éthique, pour les aider à trouver un sens à leur vie et sortir de là. Juste un commentaire, hein, je partage ce que vous dites. Je pense que pour nos salariés, mais aussi pour les permanents de nos associations, pour les relations structurées ou professionnalisantes avec nos partenaires, encore une fois, on a toujours tendance à vouloir mettre des garde-fous sur l'éthique. Je pense que l'éthique, quand elle est définie dans une charte, ça a été dit par mon voisin tout à l'heure, sur l'engagement, sur... l'articulation des 4 piliers du développement durable, par exemple, solidarité sociale, mais en l'appliquant, en l'écrivant, c'est-à-dire choisir des chantiers qui ont du sens, qui sont adaptés, qui sont respectueux, qui sont dans un modèle économique qui ne vient pas remplacer un autre modèle économique, mais qui viennent bien compléter sur un territoire. Et la gouvernance du territoire, l'organiser, j'ai envie de dire la professionnaliser, tout en la fluidifiant, avec des bénévoles, des entreprises, des acteurs, des investisseurs, pour moi, se fait naturellement par, mais ça a été dit en fil rouge, par l'ensemble du projet social, sociétal de l'association, de l'entreprise, peu importe le nom qu'on peut y mettre, encore une fois, et c'est vraiment la façon dont on le pose et qu'on l'incarne qui détermine le sens de l'action et l'éthique sur le terrain des chantiers. Voilà, j'ai presque même envie de dire, un peu provoque, on parlait ce matin des clauses d'insertion, qui définissent une certaine éthique dans les marchés publics et qui laissent de la place à l'économie sociale et solidaire. On n'a pas besoin de clauses d'insertion pour décrocher des marchés et concrètement, à travers les marchés, faire en sorte que ce soit les entreprises locales qui décrochent des marchés plutôt que des conglomérats ou des structures beaucoup plus structurées qui n'ont pas forcément la même éthique ou les mêmes valeurs. On peut faire les choses simplement sans forcément d'enveloppe juridique ou voilà. J'ai une petite question à poser. Ce qui me frappe, c'est qu'on considère le statut un petit peu comme définitif.
Or, j'ai été dans différents statuts et suivant l'âge de l'entreprise ou l'âge de l'association, les besoins évoluent d'une façon considérable. Et je pense que si on pouvait mettre des variables dans le statut, c'est-à-dire passer du statut association à SARL, ce qui est impossible, enfin, c'est une vraie galère, suivant comment ça se passe. J'ai vécu beaucoup d'associations où quelqu'un montait une association, s'entourait de bénévoles très dynamiques, puis à un moment, le directeur réel du truc, petit à petit, éjecte ses bénévoles et prend vraiment le pouvoir, et à ce moment-là, on a un statut qui ne correspond plus au fonctionnement. Et je l'ai vu dans d'autres cas aussi. J'ai vu une SARL marcher comme une SCOP, mais ça s'est cassé la gueule parce qu'une SARL, c'est pas une SCOP. Enfin, c'est pas le même fonctionnement. Ce qui me paraît important, c'est de pouvoir changer de statut en fonction de l'évolution, de s'adapter en fonction de l'évolution de la vie de l'entreprise. Enfin, c'est mon opinion. L'intérêt de cette loi, c'est qu'on y met ce qu'on veut, quoi. On peut absolument, à peu près, avoir toutes les pratiques du monde. Comme je l'indiquais, vous prenez du personnel. C'est aussi compréhensible que dans n'importe quel endroit, c'est celui qui est là qui occupe le terrain. C'est celui qui organise toute la journée. Donc, il est normal, si ce n'est pas travaillé, qu'il y ait un décrochage entre des gens qui sont 8-10 heures par jour à travailler sur une tâche et d'autres qui viennent une fois par mois ou une fois par semaine. Voilà, on ne peut pas avoir le même niveau d'implication. En l'occurrence, je pense pas. Et puis après, il y a aussi un autre point que je voulais souligner, c'est parce qu'on nous le dit souvent, c'est qu'il y aurait une autre forme d'implication bénévole. Aujourd'hui, l'implication bénévole disparaîtrait. Moi, je suis en total désaccord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, auprès des jeunes générations, il y a des formes de bénévolat, des formes de participation extrêmement importantes, mais que nous, enfin moi, avec mes cheveux gris, je parle pour moi, on n'a pas su encore tout mesurer les ressorts. Par exemple, comment se fait-il que des très grandes associations il n'y a rien à dire sur le projet, aient autant de mal à mobiliser des bénévoles jeunes? Et pourquoi, à un moment donné, quelqu'un qui arrive, qui dit un truc à la radio, qui dit on va donner à bouffer à toute la France, il mobilise des centaines de milliers de jeunes? C'est qu'il a trouvé peut-être des ressorts, c'est qu'il a trouvé les moyens de le faire un petit peu différemment. Et donc, en l'occurrence, je travaille avec une équipe plutôt beaucoup plus jeune que moi. Ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes histoires, ils ne sont pas agités par les mêmes ressorts, mais je pense qu'au fond, ils ont au moins autant d'éthique et de conviction, pour rejoindre ce que disait Madame tout à l'heure. Ce n'est pas une perte d'éthique et de conviction. Vous savez, moi j'ai connu des gens très jeunes, dans une époque de plein emploi, qui n'avaient pas beaucoup d'éthique et de conviction. Je parlais des nazis ce matin, ils n'avaient pas beaucoup d'éthique et de conviction. Enfin voilà, donc à un moment donné, il y a toujours eu des gens qui n'ont pas eu d'éthique et de conviction, et il y a toujours aujourd'hui des forces bénévoles qu'on ne sait pas. Voilà. Mais en l'occurrence, les ressorts générationnels qui fait qu'on est bénévole ou qu'on a envie de se mettre en place, faire quelque chose pour une cause, ne sont certainement plus du tout les mêmes, et on ne sait pas encore véritablement tous les agiter. Mais il y a des tas d'associations, moi j'en rencontre toute la journée à Paris qui viennent me voir, des jeunes, la dernière fois, ils ont quand même entre 12, le plus vieux, le président, à 16 ans. Et ils ont monté une immense association avec un réseau national de jeunes musiciens qui vont essayer d'apprendre la musique à des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des cours de musique, des instruments de musique, etc., etc. Et le président a 16 ans, et vous verriez le travail qu'ils font, c'est exceptionnel. Et voilà. Et vous avez plein d'exemples de cette nature-là. Enfin, je dévie un tout petit peu de votre question, pardon, mais c'était pour montrer aussi un des points importants, puisqu'on essaie d'imaginer l'avenir. Il va falloir, parce que toutes vos questions, elles ressortent quand même toujours la même chose, c'est qu'on s'en fout un peu de la forme organisationnelle que ça prendra.
c'est est-ce que nous, les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes, on va être capables de se bouger un peu les fesses, de renoncer parfois à quelques acquis pour inventer des nouveaux modèles où effectivement il faudrait qu'on fasse... Vous savez, je ne sais pas si je l'ai dit ce matin, mais je l'ai expliqué tout à l'heure, on dit souvent que la lutte des places a remplacé la lutte des classes. Notre problème, c'est que nous, on fait partie de générations où c'est pas trop très mal débrouillé, etc. Il faut simplement faire un peu plus de place, faire un peu de place aux autres. Et comme l'explique très bien Patrick Vivrec, un économiste, philosophe, etc., c'est que quand on parle de transformation du monde, quand on veut bouger les choses, imaginer l'avenir, si tous ici, on ne fait pas 1 centimètre de retrait, enfin, c'est-à-dire si on ne pense pas à ce que je peux faire moi individuellement, en plus ou en moins en laissant en place, rien ne bougera. Parce qu'effectivement, on est tous sur ces espèces de certitudes-là. Donc les histoires de bénévolat, les histoires de gouvernance, les histoires de poignants, les histoires de tout ça, fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on est assez dans la merde aujourd'hui, est-ce qu'on a touché le fond de la piscine pour se dire qu'il faut qu'on fasse un peu plus de place aux autres, c'est pas évident. Oui, ce que je voulais dire, c'est, moi, bénévolat, pour moi, ça ne me parle pas. Moi, j'ai envie de parler de donner. Parce que c'est ni plus ni moins ça, donner. Peu importe de quel monde on est, déjà pour recevoir, il faut donner. Qu'aujourd'hui, je ne trouve pas que ça s'étiole, dans le sens où la marge, justement, le bord de la route et le milieu de la route, moi qui connais un peu les deux mondes, il est de plus en plus restreint. Il y a des gens qui étaient très bien placés socialement, très bien diplômés, qui du jour au lendemain se retrouvent dehors, au chômage, et qui vont avoir le RSA au bout de 2-3 ans. Et du coup, du bord de la route, ils se retrouvent alors qu'ils étaient au milieu de la route. Et donc, la ligne, elle est de plus en plus ténue. Et on se rend compte, alors il faut peut-être aller là, c'est peut-être le bienfait de ce qui se passe aujourd'hui, ça apprend l'humilité déjà, en se disant, ben voilà, je n'ai pas été protégé à vie, voilà ce qui m'arrive. Ça prend aussi, et on se rend compte par mécanisme que les personnes qui ont été curieuses, généreuses dans la relation, parce que les nouvelles formes d'entreprise ou d'association ou de ce que vous voulez, de scope, l'innovation viendra de la qualité du lien qu'on créera entre nous. Je le redis, ce ne sera ni la forme, ni le concept. Vous pouvez faire une entreprise originale en faisant du jardinage comme en fabriquant des ordinateurs. C'est bien la qualité de lien et de ce que l'on se veut mutuellement au sein de la structure. Elle viendra de là. Et les personnes ayant de plus en plus conscience que ça peut nous arriver ou m'arriver, d'être dedans, dehors, sont dans ce don, quand on parle de réseau solidaire, c'est ce don. Et celui qui a été dans ce chemin-là, on se rend compte que quand il est dehors au bord de la route, pour revenir au milieu, c'est plus facile que quand on a été qu'au milieu de la route et qu'il n'y a pas eu ce don et ce bénévolat. Une fois qu'on y est, on y est vraiment. Donc c'est vraiment, moi j'encourage à trouver de nouveaux concepts pour changer la relation entre les individus, ce qu'on se veut. Alors ça peut passer par l'argent. Je crois qu'on ne refabriquera pas de système dès l'instant qu'on n'aura pas réglé les 3 problèmes. La compétence, les jardins ont une compétence. La confiance, dans la confiance, il y a quoi? Il y a la crédibilité, est-ce qu'on est crédible sur ce qu'on fait? Et la relation. Parce que la relation, ça permet de parler d'argent sainement, peu importe le milieu qu'on côtoie. Je vais juste rebondir sur, je n'ai pas les cheveux gris de mon voisin, mais justement, merci. Mais alors vraiment, je suis depuis peu de temps dans l'insertion, un jeune directeur qui a tout à apprendre. Et lorsqu'on a repris l'association, je suis désolé, je parle 2 secondes du cas particulier pour illustrer, mais on était dans une forme de gouvernance de pouvoir, voilà, et on a voulu, et j'ai eu la chance de pouvoir choisir mes 16 administrateurs quand j'ai postulé dans l'association il y a 4 ans. Et je les ai choisis pas par copinage ou quoi que ce soit, je les ai choisis en faisant un casting de tout ce qu'on vient de se dire là, en termes de valeurs, en termes de compétences, d'expertise, et en faisant aussi attention à ce que chacun vienne en tant que personne. Donc c'est des bénévoles, mais c'est les patrons de l'association. Et effectivement, régulièrement, d'ailleurs on a des réunions de bureau tous les 15 jours, et toutes les semaines on a une réunion thématique. Et malgré ça, ils sont régulièrement déconnectés du projet social, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Et je pense qu'effectivement, il y a 2 cas de figure. Soit effectivement, il y a une prise de pouvoir, dans quel cas c'est la fin, pour moi, enfin, c'est tout sauf ce qu'on vient de dire. Soit effectivement, on rattache la gouvernance, les idées, et on confronte
et on fait en sorte de rester à sa place. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais dire. Et ça, je pense que le mot gouvernance, on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler, mais c'est ça le plus complexe. C'est pas le statut juridique, c'est pas. On parle beaucoup de professionnalisation également des encadrants, des accompagnateurs, des directeurs, etc. Mais je pense que c'est le retour à la simplicité sur les valeurs qui est important à mon avis. Et pour l'illustrer, quand on a proposé, par exemple, le projet de plateforme où il fallait trouver 3 millions d'euros alors qu'on était en redressement judiciaire, qu'on partait à zéro, avec une très mauvaise image, on a mis 6 mois à les trouver. On les a mis 6 mois à les trouver parce qu'on a mis les acteurs tous autour de la table. Voilà, et avec beaucoup de sourires au démarrage, mais justement, comme c'était de la simplicité et que chacun était autour de la table, ça s'est fait naturellement. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est mon avis très personnel, mais l'association pour moi est fantastique parce qu'elle permet cette multiculture, elle permet justement d'être garant de cette gouvernance, elle permet de se protéger de dérives qui des fois peuvent amener des structures à sortir un peu de l'éthique ou des valeurs, parce que justement il manque 50 000 euros à la fin du mois pour payer les salaires. Donc on peut débattre là-dessus. Mais je pense que la simplicité, l'innovation, l'expérimentation, elle permet justement de faire en sorte d'anticiper les marchés, de se positionner. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, c'est plus à nous d'aller chercher du travail, c'est le travail qui vient à nous et ça se fait naturellement. Ça peut paraître complètement simple. Je vais pas revenir sur ce qu'a dit la directrice des services de la préfecture il y a 10 ans à mon voisin, mais ça fait toujours très naïf. Mais c'est vraiment, je trouve, comme ça que l'économie sociale et solidaire arrive à déclencher des choses. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la professionnalisation, et ce qui est le plus complexe, c'est quand on arrive vers différentes personnes et qu'on a ce discours-là, le paradoxe, c'est que c'est le plus compliqué à faire prendre conscience, humainement, économiquement, socialement et en termes de gouvernance, c'est de dire on va faire les choses ensemble. Notre société aujourd'hui, faire les trucs ensemble, c'est qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Qu'est-ce qui va me passer derrière? Qu'est-ce qu'il a? Oh là là, en plus il fait des projets, il a des idées, machin, il va me... Voilà. Et j'ai vraiment envie de dire que le juridique, tout ça passe bien après, est vraiment un support, un moyen pour y aller, et que la vraie complexité du tournant de ces nouveaux modèles, moi en tout cas je le vis comme ça sur mon territoire, c'est de trouver cette confiance et cette gouvernance de confiance. Ouais. Bon, en fait, comme on disait, quand on a repris l'association là en juillet 2008, et elle était en cours de fermeture, et on était dans des conditions d'accueil, de dignité, tout ce qu'on disait qui était catastrophique. On était dans une friche industrielle. Et en redéfinissant le projet social avec le conseil d'administration, justement, on a souhaité pouvoir proposer au territoire où on a une industrie du décolletage sur la Haute-Savoie qui est très forte, avec un pôle de compétitivité, qui prend toute la place. Et quand on parlait d'autres choses, c'était un peu compliqué. Et nous, le paradoxe, c'est que 80% des personnes orientées chez nous étaient issues du décolletage, soit parce qu'elles étaient licenciées, pas assez productives, voilà, soit parce qu'effectivement, l'activité industrielle et de production baisse et qu'il y a plus de 1000 emplois chaque année qui sont perdus sur le territoire. Donc on voulait sortir de cette approche et concrétiser autour des 4 piliers du développement durable, je le disais tout à l'heure, le fait de dire l'éthique et le projet social pour notre public prioritairement, des chantiers et des activités qui ne sont pas à défaut, mais dans l'anticipation et l'innovation. Donc, plutôt que de gratter les caves des logements sociaux qui avaient brûlé parce qu'on avait mis le feu aux containers, de monter de 2 étages pour éco-rénover pour les plus fragiles les logements et en même temps faire de la formation. Et puis faire une gouvernance qui permette d'associer les entreprises. Donc on a voulu construire notre bâtiment en se disant qu'on avait la ressource localement et que même si on parlait du bois local comme étant un bois en Haute-Savoie pas bon, mettre un modèle économique en place pour construire une plateforme en 100% bois local et mettre les opérateurs. Et puis au fur et à mesure des choses, la plateforme a accueilli un centre de formation autour des métiers de l'éco-construction avec les professionnels de la filière. Et si on a pu le faire, c'est pas grâce à nous, à une super idée, c'est que tout le monde a souri quand tout le monde a commencé à se dire tiens, Alvéole va faire une approche filière en essayant de faire du 100% bois local sur le Grenelle. Et alors que tous les professionnels disaient que ce n'était pas possible de le faire. Et puis de fil en aiguille, les opérateurs qui arrivaient dans la filière bois, qui avaient du mal par exemple à travailler ensemble pour des questions d'enjeux, entre la première par exemple et la deuxième transformation,
posaient les tronçonneuses, posaient les scies avant de rentrer dans l'association. Ils ne nous ont pas forcément pris au sérieux, mais se sont réunis et on a commencé à bâtir des choses très naturellement ensemble. Voilà. Et nous, là-dedans, on n'est qu'une goutte du marché de la filière. Hein. C'est-à-dire qu'on est 1% des marchés, des travaux. On est justement celui qui permet aux acteurs de décrocher 99% de marché en plus et donc de l'emploi et de richesse. Voilà. Donc une plateforme physique en bois local qui fait la démonstration que c'est possible. Une place pour tout niveau de qualification et surtout les personnes les plus éloignées à leur niveau, à leur rythme, avec des formations adaptées, mixées avec des formations qui vont... qui sont animés sur la plateforme pour des bureaux d'études, des ingénieurs, des architectes qui ont beaucoup à apprendre du Grenelle, de l'éco-construction. Et puis, tous les chefs de chantier sur l'ossature bois, des postes d'opérateurs bois énergie, voilà. Oui, moi c'était simplement pour vous demander quelle place vous voyez chacun d'entre vous pour les pouvoirs publics, les collectivités, dans cette entreprise solidaire d'aujourd'hui et de demain. Je ne sais pas, partenaires, financeurs, investisseurs, actionnaires. Voilà, comment est-ce que vous voyez les relations aujourd'hui et demain? Alors, pas forcément par rapport à la crise actuelle, les finances publiques qui se tarissent, etc., mais plus, essayons de dépasser aussi ça et voilà, qu'est-ce que vous voyez comme perspective? Peut-être plus optimiste que le tableau qu'on a dominant aujourd'hui. Alors moi, je peux partager ce que je vis puisqu'on est en train d'étudier une nouvelle forme et en fait... c'est vrai que c'est pas simple comme réaction parce que les personnes ont encore envie de nous mettre dans une case. Donc, nos partenaires classiques, collectivités, l'État, lui, il a des budgets avec des choses un peu fléchées. Et du coup, il aimerait bien qu'on rentre dans une de ces cases, quoi. Donc, c'est vrai que le changement ne va pas être aussi rapide qu'on va le souhaiter. Nous, on va peut-être essayer de proposer une forme, nous, entreprise d'insertion, mais derrière, c'est clair qu'il va y avoir d'autres modules. Et je reconnais que c'est l'objet de notre étude. Donc. Mais c'est vrai que voilà, nous, on nous a dit, soyons très clairs, je voudrais rebondir sur l'histoire du statut, il ne faut surtout pas faire un statut pour faire plaisir aux financeurs potentiels, quoi. Nous, on nous a demandé, il faut absolument faire une entreprise d'insertion parce qu'il n'y en a pas sur le territoire. Et ce n'était pas parce que la forme était intéressante ou autre, c'est parce qu'il n'y en a pas sur le territoire, c'est tout. Donc voilà, c'est le biais, mais j'avoue que ça a du mal à bouger. Et puis les personnes, souvent, quand on est en train de proposer des choses avec un mélange, parce que nous, c'est ce qu'on souhaitait, hein, nous, on souhaitait mélanger les typologies, entre guillemets, de public, les gens trouvent que c'est compliqué. Vous voyez, voilà, c'est compliqué, votre histoire, elle est compliquée, c'est passionnant. On est d'accord avec vous, mais c'est compliqué. Oui, je crois qu'il va falloir intégrer que les barrières, enfin les limites qu'on avait, oui, il va falloir les bouger. Et c'est vrai que ce n'est pas simple pour personne. Mais je pense qu'on va étudier la chose. Alors, pour nous, personnellement, l'investissement, c'est clair qu'on ne demande pas, nous, au pouvoir public, l'investissement. L'investissement, c'est forcément issu du privé. Donc on va continuer là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas de limite, heureusement. On en aura peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'en a pas. Mais le reste, tout ce qui touche, qui va compenser le différentiel de productivité de nos personnels, ça c'est toujours le point d'interrogation, soyons clairs. Hein. Mais en aucun cas, on va se redonner rendez-vous dans un an, mais en aucun cas, pour l'instant, il n'est souhaitable de rentrer dans les désirs de nos interlocuteurs. C'est de commencer cette pédagogie aussi avec eux, de dire il faut qu'on bouge les limites et comment on les bouge. Oui, je pense qu'effectivement, ce serait bien qu'on se revoie dans 18 mois pour voir ce qu'on aurait pu innover en termes de statut. C'est clair qu'il va falloir faire une grosse production de jus de ménage, hein, et qu'il va falloir obligatoirement innover. Moi, quand j'étais à la ville de Chambéry, j'avais mis en lettres corps 45, l'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi.
c'est Einstein qui disait ça. Bon, je pense qu'il va falloir quelque part qu'on désobéisse un peu pour montrer que, effectivement, que les anciens outils ne fonctionnent plus et que les anciens rapports de financement, les anciennes règles de financement ont du mal à fonctionner. Ce qui est évident, c'est qu'on réfléchit dans des structures économiques et d'insertion qui sont ancrées sur un territoire. Et qui dit territoire, c'est un peu c'est la plus-value qu'on va apporter à la gestion qualitative de ce territoire, le territoire et les gens qui sont dessus, donc à l'art de vivre et au bien vivre sur ce territoire. C'est ça dont il faut qu'on trouve une forme de le valoriser, et c'est sur cette valorisation-là qu'il faudra en partie se payer. Donc quand je dis ça, c'est simplement parce qu'il est nécessaire d'innover et d'être porté par quelques politiques, il suffit d'en avoir quelques-uns qui acceptent de prendre des risques. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles. Et je voudrais juste attirer l'attention sur le rôle mortifère que représentent les normes et les procédures. Parce que de plus en plus, on a des gens qui oublient l'objectif et suivent les procédures. Et ça, c'est particulièrement mortifère. Alors, je reviens à votre question. Moi, je vais vous la retourner. Vous, qu'est-ce que vous êtes prêt en tant qu'institution? Et oui, parce qu'il y a aussi le facteur temps, si vous voulez. Quand je rejoins complètement monsieur, c'est-à-dire qu'il y a des idées, il y a des choses qui se font. Moi, j'aimerais être partenaire. Alors, dans le monde de l'entreprise, c'est encore mieux. Nous, on ne demande rien, parce qu'on sait qu'on n'aura jamais rien. Donc, ça fabrique des comportements qui sont un peu... on fait comme on peut. Association, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir avant de demander, parce qu'on sait que là, du coup, on peut avoir des choses. Mais c'est le facteur temps et la rapidité, où je rejoins monsieur complètement, c'est que c'est mortifère. Et avant qu'on bouge, moi, j'ai eu des dossiers pendant 2 ans, mais vous avez envie d'aller vous coucher, quoi. En disant, mais bon sang de bonsoir, est-ce qu'on va y arriver? C'est du temps, c'est de l'énergie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire avec, mais du coup, nous, on le prend dans notre association accessoirement, quand ça se présente, en fonction des rencontres. C'est vous, de votre côté, si vous collaborez, que vous êtes partenaire au sens noble du terme, qu'est-ce que vous mettez en place pour nous faciliter la vie? Ça, c'est quand même bougrement intéressant. Hier, je faisais un cycle de formation avec des directeurs du travail et des directeurs de Pôle emploi, à l'ENA. Ils me posaient la même question. C'était emmerdant parce que c'était eux qui la posaient. Donc je leur ai expliqué, écoutez, est-ce que je peux m'exprimer très clairement? Ils m'ont dit oui, vas-y, tu risques rien. Donc voilà, je leur ai dit à peu près la chose suivante. On est dans un système, quand on est allé négocier les premières boîtes d'insertion, je ne vais pas jouer les anciens combattants en permanence, c'était avant la décentralisation, et c'était extrêmement pénible d'imaginer qu'on habite en Rhône-Alpes ou qu'on habite en Franche-Comté, il fallait prendre son petit dossier, aller à Paris et se placer sous l'égide d'un énarque bienveillant ou pas, et puis qui allait décider, un pouvoir central. On a décidé que tout ça c'était stupide et c'est vrai que c'était pas très malin. Mais maintenant, on assiste à quoi? On assiste à un système d'une complexité où le temps de travail de ces pouvoirs publics suffit à peine pour se coordonner entre eux. C'est ce qu'ils disent. Imaginez, vous devez travailler à un niveau européen, vous devez travailler au niveau de l'État, avec tous ces systèmes de décentralisation, avec régional et départemental. Vous devez animer des régions, vous devez animer des départements, vous devez animer des communautés de communes, vous devez animer des communes, etc., avec des prérogatives plus ou moins floues et avec des gens qui doivent œuvrer sur les mêmes territoires. Donc c'est devenu d'une complexité invraisemblable. Georges Goncharov, qui était le pape de la décentralisation, je l'avais eu comme professeur dans les années 80, j'en ai gardé un souvenir mitigé, puisqu'il a fallu s'enfiler 8 volumes sur la décentralisation, c'était vraiment pas rigolo. Par contre, un truc très intéressant, c'est que je me souviens toujours du schéma qu'il avait fait. On vient de pondre un truc qui dit où effectivement la machine va se bloquer. Donc lui, il dit, si on veut vraiment fabriquer l'Europe, c'est compliqué. Ok, mais si on fabrique l'Europe, à un moment donné, il faut supprimer une strate sur 2. Qu'est-ce que c'est que cet État et quel est son avenir si tous les jours il est déshabillé par le haut par des directives européennes et tous les jours il est déshabillé par le bas pour donner des directives et un peu plus de pouvoir au territoire? Donc quel est l'avenir de l'État? Après, il se posait la question, quel est l'avenir du département? Le département calculé, je vous le rappelle, en journée de cheval à partir du chef-lieu de canton. Quand même quelque chose en termes d'emploi et de modernité qui correspond, voilà. Et puis à un moment donné, ces 36 000 communes dont ils nous font tellement sourire et qui font rigoler vraiment tous les gens de l'Europe entière, autour de cette particularité française,
comment on gère des écoles, comment on gère des pompiers, comment on gère des voiries, comment on gère tout ce dont on a besoin, des hôpitaux, quand on est à la tête d'une commune de 15 ou 30 habitants. Donc, en l'occurrence, et pendant ce temps-là, il faut animer tout ça. Et donc, voilà. Donc, il y a un système de décentralisation aujourd'hui qui a été poussé à un tel extrême que j'ai peur. Parce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas bien faire dans notre pays, c'est que quand un truc ne marche pas, on le met de côté, mais on continue de le faire fonctionner, puis on en crée un autre à côté. Donc, voilà ce qui ne se fait pas dans le business et l'entreprise. Donc, premier élément de réponse, une décentralisation beaucoup trop complexe, avec une espèce de machine qui tourne à vide. Deuxième chose, comme je l'ai évoqué ce matin, il y a le feu au lac. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Des enjeux extraordinaires qu'il faut régler dans les 10 à 15 ans qui viennent. Les seuls pouvoirs publics ne peuvent plus imaginer avoir les moyens humains et financiers de le faire seuls. Et puis, troisième chose, c'est que cette particularité décentralisée, cette culture française, c'est plutôt une culture de l'injonction qu'une culture de la négociation. Donc, quand vous prenez une décentralisation mal ficelée, une culture de l'injonction et beaucoup de choses à faire, vous avez, on l'évoquait tout à l'heure pendant l'heure du repas, des tas de manifestations des pouvoirs publics qui fait qu'effectivement, on se réfugie plus volontiers dans la procédure et dans sauver son service et ses fesses que dans l'intérêt général. Donc, l'ouverture que j'essayais de faire passer ce matin, mais je ne suis pas le seul, on est beaucoup à dire aujourd'hui, puisqu'il faut faire vite et puisqu'il faut faire fort, il faut changer de paradigme. Et ce paradigme, c'est autour d'une nouvelle démocratie locale à redistribuer, autour de société civile, entreprises et pouvoir public. Mais une fois que j'ai dit ça, je vous donne un exemple et j'arrête, c'est que je essaie de le pratiquer au jour le jour. Quand on se retrouve à inaugurer un nouveau jardin avec une grande entreprise du CAC 40 qui a mis énormément d'argent en région centre, qu'est-ce que me disent les pouvoirs publics? Ils me disent, ben, puisque vous avez trouvé beaucoup d'argent auprès des pouvoirs publics, nous, auprès des privés, on va pouvoir se retirer. Donc je leur dis, mais alors, vous êtes en train de m'expliquer que maintenant que j'ai un des plus beaux jardins qu'on n'a jamais monté avec des grands bâtiments, des grandes serres et tout, vous êtes en train de nous dire que vous n'allez plus financer le fonctionnement? Donc, à un moment donné, et voilà. Et puis du côté de la société civile, elle était représentée par des gens qui venaient du travail social, des adhérents consommateurs, des gens avec différentes sensibilités. Ce que je veux vous dire, c'est que naïvement, quand je dis, c'est pas naïf du tout d'ailleurs, quand j'essaie de dire qu'il faut faire travailler ces trois éléments-là, c'est très compliqué. Le monde de l'entreprise n'a pas beaucoup de respect pour les pouvoirs publics, lequel leur rende bien. Et la société civile a aussi son avis sur les deux, soit des profiteurs, soit des glandeurs. Donc, en l'occurrence, quand vous mettez ces gens-là autour de la table, c'est volontairement caricatural, mais quand même, on retrouve beaucoup ça. On se retrouve dans un, voilà, je donne cet exemple-là en région centre, où les pouvoirs publics, puisqu'il y a de l'argent privé, on se retire. Les privés en disant, mais alors, il ne fallait pas en donner, etc. Et puis à un moment donné, des gens qui étaient là, qui disaient, mais nous, on ne veut pas travailler avec cette grande entreprise. Pourquoi vous ne voulez pas travailler avec cette grande entreprise? Parce que ils ont, écologiquement, ils ont fait des choses et ils ont fait un grand autoroute dans notre région et on n'en est pas fiers, on n'est pas d'accord avec eux. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est qu'une fois que vous dites théoriquement, la force de transmission pour l'avenir, c'est rassembler toutes les forces ne sont pas prêtes à se mettre à la même table et toutes les forces ont des comptes à régler. Or, comme je ne sais pas faire les discours politiques mobilisateurs pour que tous ces gens-là arrêtent leur petite guéguerre et se mettent au travail, on ne peut le faire nous-mêmes qu'à travers des logiques de projets, de micro-projets. C'est-à-dire, j'ai un projet de faire travailler quelques personnes à cet endroit-là. J'ai besoin de terrain, j'ai besoin de serre, j'ai besoin de monter un jardin de cocagne, et je vous demande que se rassemble pendant une durée déterminée sur ce territoire déterminé, et on va faire ça ensemble. Et là, on peut avoir des clés de transmission d'avenir qui montrent que ça va. C'est pour ça que je n'interviens depuis ce matin que plus dans une logique d'entrepreneurs sociaux qui proposent à ce triptyque et à des territoires des idées, et il y a moyen de les faire avancer. Par contre, si vous allez sur des tribunes en disant « entreprise, pouvoir public, citoyens, rassemblez-vous, aimez-vous », ça ne fonctionne pas.
vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, notamment sur la concrétisation des projets. Il y a une chose qui pourrait être aussi intéressante, c'est effectivement le monde de l'économie sociale et solidaire a plein d'idées, plein de projets, des micro-projets, des projets un peu plus ambitieux, mais surtout les communes ont aussi énormément de projets. Souvent, quand on parle de communes rurales, pas forcément les moyens en face, ou par la complexité de ces projets ou de la mobilisation des acteurs, souvent ils reviennent soit à des belles études qui coûtent très très cher, donc, qui ont au moins le mérite de faire émerger des choses, mais qui coûtent très très cher, mais qui ne se concrétisent pas, ou à des projets qui effectivement se rentrent dans une phase d'étude de faisabilité, mais qui vont dans une belle armoire et qui prennent vite la poussière, parce que de toute façon, il n'y a ni les porteurs de projets, ni les moyens à ce moment-là, parce qu'on n'a pas su interpeller les acteurs du territoire ou ce genre de choses. Alors que peut-être que le micro-projet dont vient de parler Jean-Guy Henkel, c'est un de ces projets. Donc je pense qu'on peut, on peut vraiment nouer des relations avec les collectivités dans ce sens-là pour faire émerger des projets. Alors ça peut être sur la croissance verte, mettre en place des sentiers. Et l'insertion a un rôle à jouer là-dedans et je pense qu'on peut vraiment participer à ça. Le deuxième, c'est que souvent quand on est dans la relation avec les élus, on ne rentre que dans la case sociale. Alors, il y a un truc qui serait génial une fois, c'est qu'une intercommunalité nous appelle, fasse une réunion avec nous, avec l'élu chargé du social, l'élu chargé de l'économie et l'élu chargé de l'aménagement du territoire. Ben là, ça serait chouette parce que je pense que là, on pourrait, je pense que tout le monde l'a dit, faire des choses vachement sympas ensemble et se rendre compte qu'avec qu'on pourrait décomplexifier la vision de chacun peut-être et pouvoir parler de choses un petit peu plus larges. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je pense que ça pourrait être une bonne solution. Voilà. J'ai envie de reposer une autre question, alors complètement différente. Actuellement, si j'ai bien compris, je ne sais plus sur l'Isère, mais je crois que ces 5000 emplois ne sont pas satisfaits. Offres d'emploi ne sont pas satisfaits. Il me semble que c'est le chiffre, mais je ne garantis pas. Bon, où ils sont? Parce que chaque fois que j'ai posé des questions là-dessus, j'ai jamais eu de réponse très très nette. Derrière vous, elle dit elle a la réponse. Ah. Vous voyez le lien? Voilà. En partant de ça, d'autre part, nous on accompagne les chômeurs. Et des chômeurs, il y en a aussi beaucoup. Avec un problème, c'est qu'ils essayent toujours de retrouver le boulot qu'ils avaient fait avant. Donc il y a un petit problème de sas pour adapter à la demande. Mais s'il était possible de connaître la demande dans un coin, de telle façon d'identifier quels sont les vrais besoins, il y a besoin de fraiseurs et de tourneurs. Bon, très bien. Il y a tous les moyens de former, il y a tous les moyens de prendre les chômeurs qui existent pour les former à ces métiers-là. Mais moi, ce qui me soucie, c'est en rencontrant sans arrêt des chômeurs qui ne trouvent vraiment plus aucune piste. Et j'entends parler de tous les emplois non pourvus, j'aimerais bien les tenir. Alors je crois qu'il y en a beaucoup dedans qui sont des serveurs de restaurants et autres. Ça, je ne pense pas que tout le monde se précipite, mais peut-être y a-t-il des solutions quand même. Je voudrais qu'on parte du côté comment peut-on créer de l'emploi avec ce que nous représentons dans le Grésivaudan comme potentiel, comme intellectualité, etc. C'est ça un petit peu que j'aimerais bien avoir quelques réponses. Bonjour. Aujourd'hui, moi, je suis employeur et j'emploie notamment des chaudronniers, des soudeurs, des tuyauteurs. Donc, ça ne se trouve plus sur le marché. Il n'y a même plus de formation, c'est-à-dire que le tuyauteur et le soudeur, il n'y a plus de formation. Il ne reste que la formation de chaudronnier. Et ces formations-là, nous, on est allé intervenir, elles sont remplies à moitié. Donc aujourd'hui, d'où ça vient de loin. Ça vient des années 80 où on a complètement mis ces formations au rebut. Et je pense qu'on cultive encore ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on essaye d'être présents un petit peu auprès des collèges, par exemple, mais ce n'est pas des formations prioritaires. Voilà. Donc en plus
Se rajoute à ça que c'est des métiers qui sont durs, qui sont des métiers de chantier, donc où en plus les personnes sont absentes. Donc c'est en gros un métier qui reste dur, et aujourd'hui on cultive un petit peu nos enfants dans le facile. Et on est un peu tous comme ça, je pense, hein. Donc je parle de moi en première, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a plus cette culture du travail manuel qui est un peu plus dur que d'autres travaux. Voilà. Quand on a demandé à 80% d'une classe d'âge de devenir bachelier, effectivement, et qu'on a fait ça pendant des années, ça crée un véritable problème, d'autant plus que c'était lié à quelque chose que vous soulignez, et vous avez raison de le faire, sur une dévalorisation d'un certain nombre de métiers manuels. Ce qui semble aujourd'hui d'ailleurs une vraie piste d'avenir. Mais en l'occurrence, on avait imaginé une espèce de société de services où 80% de la population allait travailler sur des écrans à se passer des messages de l'un à l'autre. Sauf que quand vos chiottes sont bouchées, c'est un plombier qu'il faut. Quand votre voiture est en panne, c'est un mécano, etc., etc. Donc il y a besoin de ça. Et donc en l'occurrence, ce qui est très drôle, c'est que très drôle, c'est pas drôle du tout, mais c'est assez particulier à notre pays. Parce que même dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs, il y a un livre, moi j'ai trouvé, c'est un des meilleurs livres sur le travail que j'ai jamais lu, ça s'appelle L'éloge du carburateur. C'est un monsieur qui était grand consultant, conseiller du président je sais plus, c'était Clinton, je crois, aux États-Unis, qui gagnait très bien sa vie, qui a tout arrêté pour monter un atelier de mécanique, et il explique toute la magie, tout le savoir-faire, toute l'intelligence d'ingénierie qu'il faut à un travailleur manuel pour réparer une moto, pour faire, etc. Puis donc hier, j'étais avec et donc je vous incite à aller, parce qu'effectivement, il y a une revalorisation à faire autour de ça. Mais aujourd'hui, effectivement, au même titre qu'avec moi je viens d'un milieu ouvrier, tout le monde travaille chez Peugeot dans ma famille, donc il y avait cette espèce de culture autour de ça. Et en fait, cette espèce de fierté, même quand on était ouvrier dans n'importe quelle usine à faire des choses, me semble particulièrement disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui tire encore une fierté à dire je monte des voitures, je fais telle ou telle chose, c'est tout à fait le contraire. Je vous mets même au défi d'y réfléchir. Moi, il m'est arrivé 2 fois dernièrement dans ma propre famille à être amené à intervenir. Parce que vous savez, toutes les familles se rencontrent, et qu'est-ce que devient ton fils? Moi, il fait avocat, moi, il fait Sciences Po, moi, il fait médecine, moi, voilà. Puis l'autre, il dit, honteux, il n'osait pas parler, le mien veut devenir pâtissier. C'était un drame. Mais pourquoi c'est un drame qu'un jeune ait envie d'être pâtissier? Mais dans nos propres familles, essayez de l'imaginer pour vos propres enfants, etc. Évidemment, on est tous là. Alors les Français rêvent que leurs enfants soient... si des fois ils n'arrivent pas à faire une grande école, il faut qu'ils soient fonctionnaires. Voilà. Mais à partir de là, imaginez qu'ils seront... Donc il y a un vrai problème par rapport à ça. Alors sur les sources de travail, effectivement, le deuxième volet qui était abordé, c'était celui des conditions de travail et de travail aujourd'hui, dont on n'imagine plus pouvoir le faire. Moi, je vais prendre un exemple extrême, il y a un grand patron qui s'occupe de la gestion des déchets en Île-de-France, c'est une société qui s'appelle CITA. Elle a 600 employés qui vont partir, qui sont en train de partir depuis plusieurs années, ça s'appelle donc des immigrés de première génération. Et aujourd'hui, eux, ils pensaient naturellement que leurs enfants allaient... Ben non. Les enfants aujourd'hui d'immigrés ne feront rien, mais certainement pas comme leur père. Et moi, je me souviens d'un truc très étrange, c'est que j'habitais dans un petit village et on a déménagé dans une ville, Besançon pour ne pas la nommer, puis on s'est retrouvé au début des années 60 dans un HLM. C'était une vraie promotion sociale en 1960 d'habiter à HLM. On faisait partie des gens qui avaient une salle de bain, qu'on avait plein de choses. C'est très étrange d'imaginer que 25 ans après, les gens aient honte d'habiter ce type d'immeuble et ce type de quartier, même s'il a été réhabilité.
Donc on voit bien que le niveau d'exigence de nous tous, ce qu'on colporte nous, nos enfants, etc., a totalement évolué. On ne veut plus habiter de la même manière, on ne veut plus travailler de la même manière, etc. Donc où sont ramasser les poubelles, le bâtiment, toute la gestion des déchets, et puis l'agroalimentaire sont des gens qui cherchent en permanence du personnel qui ne trouvent pas beaucoup. Et puis effectivement, hier, je finirai là-dessus, totalement dans la lignée de ce que vous disiez, madame, il y avait le DRH d'EDF qui était là. DRH d'EDF, il expliquait qu'aujourd'hui, on dit aux jeunes, il y a un truc d'avenir qui est génial, ça s'appelle les énergies alternatives. Donc tu vas te former là-dedans, tu vas te former pour fabriquer des éoliennes, tu vas te former pour faire des installations solaires, etc. Oui, c'est porteur d'avenir. Mais aujourd'hui, il dit, on a des écoles entières qui nous sortent des gens et on a 5 postes à offrir. Par contre, j'ai besoin de milliers de personnes pour travailler dans les centrales nucléaires. Parce que c'est ça la vraie vérité porteuse aujourd'hui chez EDF. Et j'ai besoin de centaines de chaudronniers qu'on ne trouve plus. Parce que dans votre région, l'électricité est fabriquée dans des barrages avec des immenses hélices qui sont là depuis 1920 ou 1930. Et il y a seuls les chaudronniers peuvent les réparer. Et en plus, voilà. Et ils ne trouvent plus ce type de qualification. Et il dit, EDF, je vous le rappelle, offre des postes. Vous savez qu'à EDF, il n'y a pas longtemps qu'il y a de la retraite. C'est-à-dire que vous étiez, même quand vous arrêtiez de travailler, vous continuez d'être payé. C'est-à-dire qu'on vous prend vraiment depuis la naissance, on vous forme, ensuite vous passez votre carrière là-dedans. Donc les parcours que tout le monde rêve. Eh bien, en l'occurrence, il expliquait que les conditions à un moment donné, et donc ils avaient formé des jeunes des quartiers à un BTS pour travailler dans l'énergie nucléaire, etc. Puis ils les avaient mis donc avec boulot, CDI, jusqu'à 42 ans de garantie, bien payé, etc., etc. Mais les gens, ils ont démissionné parce qu'on les avait emmenés s'installer en région centre, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette centrale, et qu'en l'occurrence, les conditions de vie qu'on leur offrait, ils n'étaient plus dans les quartiers, ils n'étaient plus dans une ville, ils étaient loin de tout, etc., étaient totalement inacceptables. Donc, il y a à la fois un vrai problème d'emploi, mais il y a en fait aussi un vrai problème de changement total des mentalités et des vues qui fait qu'à un moment donné, c'est mal barré pour coordonner parfaitement des gens qui demandent de l'emploi puis des postes qui sont offerts par les entreprises. Alors pour citer encore un livre, je vous encourage, c'est un bouquin que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce qu'il parle justement de ça, La revanche du rameur. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une image, vous pouvez voir sur Google, c'est exactement ça. Vous avez 2 bateaux, d'un côté il y a 8 rameurs et le leadership, on va dire le patron, et de l'autre côté, dans le bateau, il y a un rameur, il y a le chef de chantier du rameur, il y a le chef d'équipe, le chef de chantier, il y a le DRH qui s'occupe bien évidemment du chef d'équipe de chantier, il y a le directeur administratif, il y a le DAF, contrôle sécurité, bien évidemment, et puis il y a le chef. Ils partent ensemble, qui arrive le premier, le bateau des 8 rameurs. L'autre côté, réunion stratégique, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie? Ils ont licencié le rameur. C'est de ça qu'on parle. On est dans une société qui est de cet ordre-là. Et quand je dis qu'on repense l'entreprise, moi ça m'interpelle parce que je le vis au quotidien, je me dis mais on marche sur la tête. Bien sûr qu'il y a des métiers qui se perdent, mais l'entreprise elle-même, elle est en train de se transformer. Quand vous travaillez avec la génération Y, qui est la jeune génération, ils ont un autre concept où il va falloir s'en inspirer pour l'entreprise solidaire. La relation au pouvoir, c'est pas la même chose. Ils s'inspirent un peu de l'inspiration d'une abeille, d'une ruche. C'est-à-dire que le leadership, il est tournant. Il y a un chef à un moment donné qui emmène un projet. Les gens se rallient derrière, mais 3 ans après, c'est plus le même chef. Le lien de subordination, il va se diluer. Donc c'est vrai que l'entreprise solidaire, si on la repense avec des schémas tels qu'on l'a vécu pyramidalement, même si c'est une entreprise, on se trompe. Donc on ne va pas avoir le choix de ce que disait, je l'ai dit en début, dit Michel Serres, on est tous condamnés à devenir plus intelligents, mais tous à grandir intérieurement pour voir son collègue avec qui on travaille de manière différente, en coopération et non pas en subordination, parce que ça va changer de la société civile. Je ne pense pas que les changements viendront de l'État, des institutions. C'est qu'il va y avoir tellement de gens qui vont réfléchir ensemble à ces nouvelles formes. Moi, j'ai travaillé sur les scopes il y a 18 ans. Je me suis fait tuer. J'étais une secte. C'est quoi ce truc qu'on partage ensemble? Non, mais attends, on peut parler de ça quand même.
C'était pas du tout envisageable. Après, on nous a mis sous observation. Nous avons eu un procès avec notre première SARL. Je vous passe les détails. Mais c'est quoi ces gens qui réinventent? Puis c'était aux alentours des années 2000. On s'est dit, mais c'est quand même intéressant, il y a un projet humain. Parce que l'écologie, c'est d'abord l'écologie humaine dans Centre Bonsoir. Si on ne fait pas notre propre écologie, vous ne faites pas de l'écologie environnementale. On appelle ça en langage technique greenwashing. Voilà. On se trompe complètement. Donc, au plus on va être à réfléchir, au plus on va innover, au plus on va se tromper, au plus on va se rectifier, au plus on va réussir, au plus on va être englobé. La périphérie va être prise dans un mouvement où on va être pris en considération. Et je pense qu'on ne peut pas en faire l'exonération de ça. Donc chacun dans son environnement doit faire preuve, oui, d'un peu beaucoup de courage, d'un peu beaucoup d'initiative et pas de perdre le sens. Vraiment pas de perdre le sens de votre place dans la société et de comment vous voulez amener économiquement votre action. Pour terminer, c'est intéressant parce qu'on accompagne de grosses associations qui sont énormément en perturbation, j'ai envie de dire, économique. Le monde de l'argent est rattrapant en ce moment. Parce que on serre les boulons. C'est des gens quand même, alors je ne fais pas de globalité, mais je veux dire, en stratégie, qui aident des gens handicapés, en difficulté, etc. Mais ils ont une fiche de paye à la fin du mois. C'est intéressant ce qui se passe, moi je le regarde. Aujourd'hui, ils sont touchés dans leur chair. Dans leur chair, parce qu'on leur dit, tu vas peut-être être licencié, on n'a plus de fonds. Donc ils sont touchés dans leur sécurité. Et là, se met en place des stratégies de guerre où on n'est pas du tout dans l'innovation sociale. Ils sont soi-disant dans l'innovation sociale, ils sont payés pour ça. Dans l'entreprise, c'est normal qu'on se marche dessus. Tu vas être licencié après tout. Là, mais moi, je suis sidérée. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se regarder soi en se disant, si l'entreprise ou la structure qui me paye, ou si la société ne m'apporte plus les sécurités que j'avais avant, parce que c'est ça dont on parle, on rentrait chez Peugeot à 16 ans, on a sorti ou chez Merlin-Jean, ou peu importe, les sécurités, elles étaient là. Et après, on pouvait avoir une vie bénévole, de dons, pour se faire du bien, parce que ça avait du sens. Aujourd'hui, les sécurités sont en train de nous fuir entre les mains. Vous ne pouvez appeler que vos sécurités les vôtres. C'est-à-dire, c'est quoi, moi, ma sécurité? On va être dans un monde de plus en plus impermanent, flexible. Mal ou bien, c'est un autre débat. Et il va falloir aller chercher. Alors, on ne peut pas le faire tout seul. Souvent, je dis seul, on peut tout, on peut rien. On peut tout parce qu'on est moteur. On ne peut rien parce que si vous ne croisez pas d'alliance, solide action, quand j'ai rencontré ce bonhomme, j'ai dit, mais bon sang, ça me plaît ce qu'il me dit. Il est responsable dans son action, il n'attend pas que ça tombe tout seul. Donc, du coup, je m'allie avec lui. Là, c'est intéressant. Donc, seul, je peux parce que je me suis mis en route. S'il ne traverse pas ma route, s'il n'est pas ce qu'il est, je ne peux rien. Et je crois vraiment que les entreprises qui vont se réinventer de ce modèle-là, le feront avec des individus qui aujourd'hui, alors un autre sociologue dit, j'aime pas trop ce mot, ça ne peut se faire qu'avec des gens, ils disent d'un développement évolué, mais d'une conscience importante, parce que la globalité de la population n'est pas prête à ça. On attend encore beaucoup de l'institution ou de l'entreprise qui vous mène jusqu'au bout. Et ce n'est pas ce qui va se passer. Voilà, niveau de conscience. Oui, mais je veux dire que le niveau de conscience, donc aujourd'hui, peu importe où je me pose avec mes baskets, il faut que j'ai conscience que ça ne durera pas toute la vie, que des sécurités, j'en aurai de moins en moins institutionnelles, qu'on le veuille ou pas, qu'il faut entendre comment le monde vibre, et à partir de là, je vais créer des alliances, et c'est pour ça que de plus en plus les jeunes, sur InnoValley, par exemple, il y a des entreprises qui sont vraiment faites par des jeunes, et je peux dire vraiment qu'il y a une vraie solidarité, parce qu'ils ne sont plus du tout dans nos schémas. La génération Y, elle n'attend plus du tout ce que nous, on attend. Ou le problème, c'est qu'on a fait ça pendant... Alors la génération 45-50 ans, oui, c'est important pour eux, parce qu'ils ont vécu justement sur ce mouvement. Alors ceux qu'on a pu amener jusqu'au bout, ça va bien pour eux, ils ont la retraite. Tant qu'on la touche, je ne sais pas si on va la toucher longtemps. Mais ceux qui, à 45-50 ans, on met dehors, il y a toutes les sécurités qui se cassent la gueule. Alors là, vous parlez de dons et de bénévolat, ils pensent d'abord à leurs pommes. C'est ça, c'est hyper important de regarder comment la société se passe. Tant qu'on se sent à l'abri, ça développe des comportements. Quand on l'est plus, ça développe d'autres comportements. Je voudrais ajouter aussi quand même que tout ce qu'on dit là, c'est quand même de la politique. Et c'est de la politique. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va se ressaisir de ce politique, et non pas pour dire il devrait faire ça, mais nous, et comment on fait de la politique à un échelon, voire inorganique, je dirais, à 20, 30, 40 autour d'un projet d'entreprise. Et donc, comme on est capable, au nom des quelques valeurs fondatrices et de solidarité qu'on veut défendre, qu'on est capable, je dirais, d'aller et d'inventer
je dirais, un peu en dehors des cadres, des cadres réglementaires ou des cadres qu'on veut nous inspirer. Et c'est en ça que si on est, je dirais, suffisamment nombreux dans suffisamment d'endroits à désobéir à ces règles, les règles, elles vont tomber, forcément. Et notamment ces règles financières. Moi, j'ai quand même une réflexion un peu macroéconomique quand je disais que cette conversion ou cette rupture qui est en train de se faire, pourquoi on est globalement, ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, on est globalement tous plus riches que nos parents. Eh bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'État est à poil et n'a plus d'argent? C'est bien parce que le modèle économique, mais ce modèle, on voit bien qu'il est fini, il est en train de tomber. Le modèle économique, c'est que ceux qui en ont, ils mettent leur argent ailleurs au lieu de le mettre dans le minimum de ponction qui était le financement du bien commun qui devait être porté par l'État. On dépense, je dirais, le fait d'avoir autant de fonctionnaires à l'époque, il y a 20 ans, on n'avait pas l'impression de dépenser beaucoup plus et d'avoir une gabegie totale de fonctionnaires. Ils n'avaient pas un rendement extraordinaire, ainsi de suite, mais on n'avait pas l'impression que c'était une gabegie. Pourquoi est-ce que c'est une gabegie maintenant? C'est parce que l'argent de Total ou l'argent de Bettencourt, il est dans ce qu'on appelle des enfers fiscaux. Ce n'est pas des paradis, c'est juste des enfers. Notre ami Camus, il disait, mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Si on appelle paradis fiscal ce qui est juste en train de nous couler, il faut bien l'appeler un enfer. Et là-dedans, vous savez que le nombre de millions de milliards de dollars qui restent sans aucun contrôle, il est conséquent. D'où l'importance de se dire, face à ce désordre, je dirais, économique, il est important de reconstruire un micro-ordre des gens qui partagent les mêmes valeurs et notamment qui se reconnaissent frères ou un minimum solidaire, disons, entre eux. Je rappelle le discours catholique qui disait hospitalité, ce n'est pas un nom de vieux français. Ça devrait être peut-être un nom qui se décline au quotidien. Donc, je dirais, reconstruisons du politique à notre petit niveau autour d'un projet qui soit un projet humain et avec des valeurs. Et à ce moment-là, on fait vaciller un ancien système qui est un ordre qui ne fonctionne plus. Qui ne fonctionne plus parce que simplement, l'argent, il est parti ailleurs. Et ça, mondialement, il va bien falloir se reposer la question. De toute façon, l'effondrement des choses va nous amener à le faire. C'est un peu révolutionnaire, ça. Je voulais juste remercier Muriel de l'exposé, de ce que tu as dit, parce que je crois qu'effectivement, on a beaucoup à regarder chez les jeunes. On n'a pas utilisé le mot réseau, mais je crois qu'eux sont passés au XXIe siècle dans une logique et un fonctionnement de réseau, et qu'on voit bien, dans l'expérimentation, et Philippe peut en témoigner aussi, cette difficulté qu'on a aujourd'hui avec nos partenaires de passer d'une logique de contrôle des uns sur les autres à une logique de confiance et une logique de réseau. Et il me semble effectivement qu'il faut qu'on regarde et qu'on prenne le temps. Moi, je n'ai pas de cheveux blancs parce que je les cache, mais je trouve que les jeunes sont en train de nous montrer qu'ils ont tout compris et qu'ils sont dans des logiques de réseau et que ça fonctionne. Et je trouve quand même, pour le dire sur le territoire tel qu'on le vit, un des acteurs avec lequel on passe le plus vite dans cette logique de réseau, c'est quand même l'acteur d'entreprise locale. On a beaucoup plus de mal avec l'administration, ça c'est évident. Et pour rebondir sur ce que tu posais comme question, Antoine, je crois qu'aujourd'hui, au niveau des collectivités locales et de l'appui qu'on peut attendre des politiques et des pouvoirs publics locaux, c'est de nous aider à passer à cette logique de réseau. Si on ne le fait pas, on va se casser la gueule. Parce que c'est quand même incroyable. Vous parliez de la formation. On est en train de bagarrer en ce moment, au travers de l'expérimentation EPIDA, pour dire que les chantiers qui sont sur certains métiers aujourd'hui, qui reviennent au goût du jour, les métiers de valoristes, les métiers ou d'autres, que les chantiers peuvent être des lieux de l'exercice de l'alternance et de la formation. Mais on est dans une logique de tiroir. Donc, par principe, une logique de tiroir, on est toujours entre deux tiroirs. Et je pense que si on passe de cette logique-là à la logique de réseau, on rentrera effectivement dans l'entreprise solidaire. Alors, pour revenir sur les réseaux, j'en reviens encore à Michel Serres, je suis assez fan. Il y a 20 ans, il est intervenu à la FNAC de Grenoble, j'étais allée le voir, et il parlait justement de l'entreprise de demain. Alors moi, je sortais un peu d'une entreprise traditionnelle, et il disait, mais demain, la relation sera de l'argent. On sera une entreprise de liens et de réseaux, et absolument plus sur de la vente de l'objet. Moi, il y a 20 ans en arrière, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On était en plein dedans en sortant. Puis c'est vrai que ça a fait du chemin, et on le voit bien aujourd'hui. Alors, où c'est compliqué, c'est qu'il y a réseau et réseau. C'est vrai que cette génération Y qui arrive sur le marché, ils savent très très bien faire à la mise en lien. Sauf que la mise en lien, ils mettent un peu de côté la relation.
Voilà, c'est le lien rapide, c'est le lien sur lequel on ne s'attache pas, etc. Sur l'entreprise solidaire, je pense que c'est hyper important d'avoir du réseau, mais le réseau, on ne peut pas faire l'exonération de la relation. Parce qu'on ne défend bien que l'autre que dès l'instant qu'on le connaît et qu'on est justement dans les mêmes valeurs. Les valeurs, c'est très galvaudé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière les mêmes valeurs? Donc nous, on travaille par exemple sur l'entreprise réseau, on en a fait un vrai concept. On s'y coltine tous les jours, des fois on se loupe. On essaye de travailler on travaille en langage managérial, la coopétition, c'est-à-dire j'ai la même compétence que toi, mais comment je m'allie avec toi pour remporter quelque chose qui me dépasse, un marché. Tout seul, je pourrais en prendre un petit bout, mais si je me mets à 2, à 3, alors que je peux te regarder comme un concurrent, comment je vais prendre ce marché? Donc ça veut dire qu'on travaille la relation, on va travailler la confiance, la crédibilité, la compétence, mais alors le truc qui est détonnant dans le monde associatif, on travaille le pognon. Et on se le partage comment, l'argent? Ah, grande question. Ah, ben écoute, sur un projet de 10 000 €, t'en prends 2. Là, il y a une chef de projet là, d'un de ces projets, Sophie, qui est là au fond, qui travaille avec moi. On n'est pas bon, on s'est trompé, on l'a remodulé, on a remis ça dans la mayonnaise, et je lui dis, on s'y prend mal. Donc ça passe par ces expérimentations, et là, vous allez jusqu'au bout de ça, parce que l'argent est aussi fondateur de ce style d'entreprise. Donc c'est vrai que cette jeune génération a compris plein de choses. Il faut simplement qu'elle prenne un peu plus de temps dans la relation. Mais ils ont intérêt n'importe comment à changer. De fond, de fait. Et encore, on n'a pas tout vu. Les 5 prochaines années, comme je dis souvent, je pense qu'elles vont être très rock'n'roll. Donc si vous n'êtes pas dans cette mouvance de dire avec qui je me connecte, quelle curiosité, dans quel monde je suis, mais vous êtes mort. Donc cette jeune génération, elle est initiée à ça. Pour travailler de cette manière-là, tout à fait. On a parlé de sujets d'inquiétude. Il y a un sujet sur lequel, avec mon voisin, on se félicitait tout à l'heure. C'est sur le fait qu'il y a quelques années, nos histoires n'intéressaient pas tous les grands de ce monde ou les futurs grands de ce monde qui sont en train de se former dans des grandes écoles. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est quand même très étrange. Enfin, très étrange. C'est très bien que des gens comme l'ESSEC, des gens comme l'ENA, des gens comme Sciences Po, des gens comme l'École des Mines, des gens comme HEC, etc., qui sont en train de fabriquer les futurs dirigeants des grandes entreprises, qui sont en train de fabriquer les futurs dirigeants des pouvoirs publics, etc., et pris le temps et soit si intéressé par ces histoires d'entrepreneuriat social, ces histoires de solidarité, d'avenir, d'écologie, etc., dans une quête de sens, effectivement avec d'autres formes d'organisation, mais en tous les cas avec cette quête-là. Et qu'en l'occurrence, je dois dire que dans ma propre équipe aujourd'hui, mis à part, on est 2-3 vestiges dont on va bientôt se débarrasser, qui viennent un peu de... Aujourd'hui, tous ces gens viendront de ces écoles extrêmement bien formées. Et donc, en l'occurrence, je dis que même si ces gens qui sortent de ces grandes écoles aujourd'hui ne viennent pas travailler directement dans nos métiers, nos préoccupations, ils auront parfaitement intégré ce que veut dire entrepreneuriat social, solidarité, écologie. Et donc on peut imaginer que c'est des graines qu'on est en train de semer dans les pouvoirs publics, dans les entreprises, qui sont de bon augure. Et on n'en parle pas beaucoup. Non, mais c'est juste un clin d'œil. Juste aussi une chose, les cheveux blonds, l'expérience, les bénévoles, l'intergénérationnel. On parlait tout à l'heure de nouveaux outils, mais je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu. Quand on regarde les chiffres de l'emploi, on a dans la pyramide des âges les moins de 26 ans qui sont complètement vraiment out, effectivement. Voilà, et on a les plus de 45 ans, ce qu'on appelle maintenant les seniors. Donc c'est assez symptomatique aussi, et je pense qu'un des enjeux... Un des enjeux, mais juste en clin d'œil, c'est aussi vraiment de mixer ça, et c'est bien ça qui est aussi la force aujourd'hui des associations et de l'économie sociale et solidaire. Il ne faut surtout pas la perdre. Je reviens sur le mot professionnaliser, même s'il est important. Fluidifier dans le rapport humain intergénérationnel est aussi extrêmement important. Voilà. Avec les grilles d'âge, il faut faire attention, parce qu'avant c'était 16-18 ans quand on était jeune. Voilà, non, 18-25 ans, maintenant c'est 18-30 ans, et senior c'était 60 ans,
55, 50 et on a 45. Donc vous avez entre 30 ans et 45 ans pour faire votre carrière. Simplement pour l'anecdote, ça m'énervait tellement qu'on a fait une conférence à une consultante sur InnoValley, c'était comment devient-on vieux de plus en plus jeune. Parce qu'à 45 ans, vous faites partie des seniors en entreprise. Nous avons eu un grand succès.